L'autre jour, je me suis payé le dernier Paper Mario sur Switch. Et j'ai trouvé le jeu v'là chiant et long. Du coup, j'ai ravalé mon sub et je suis parti me questionner sur les trucs chiants dans la vie. Les fournisseurs d'accès internet, les studios qui veulent pas porter leurs jeux sur d'autres consoles, le fait qu'on n'aura sûrement pas de saison 3 pour Konosuba, ou juste les relations amoureuses qui sont pour la plupart saoulantes et répétitives. Et cette intro me fait une transition parfaite pour vous parler d'un manga qui a su rendre ces relations amoureuses beaucoup plus intéressantes et captivantes. Du coup, bienvenue les BG au cet épisode du Shinkansen de l'animation. Ici, ça vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et sans plus tarder, sortez vos tickets parce que notre station du jour est le monde de Domestic Girlfriend. Alors, Domestic Girlfriend, ou Domestic Nakanojo, ou Love X Dilemma, ou Domegirl, ou le manga où tout le monde se tape tout le monde, est un manga écrit et dessiné par Kei Sasuga, publié dans le Weekly Shonen Magazine de chez Kodansha entre avril 2014 et juin 2020. D'ailleurs, je parle beaucoup trop de Kodansha en ce moment, faudrait songer à négocier quelque chose. Bref, la série s'est conclue avec 276 chapitres répartis en 22 volumes reliés, pour un total de 5 millions d'unités vendues à travers le monde à l'heure où je vous parle. En France, la série est éditée chez Delcourt Tanka. La série a aussi eu droit à une adaptation animée, mais dont on parlera un petit peu plus tard, comme d'habitude. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est que Domestic Girlfriend ? Alors, on va suivre le quotidien de Fujimoto Natsuo, un lycéen banal vivant avec son père depuis le décès de sa daronne. Un jour, son père va lui annoncer son remariage, chose que Natsuo va approuver. Il va par la suite rencontrer sa nouvelle belle-mère, qui se retrouvera être la daronne de deux filles. Hina, sa prof d'anglais dont il est secrètement amoureux, et Rui, meuf avec qui il a eu son premier coup d'un soir quelques jours auparavant. C'est vraiment pas de chance quoi. Du coup, concrètement, Rui et Hina, c'est des sœurs. Natsuo, il kiffe Hina, et Hina, c'est sa prof d'anglais. Natsuo, il a déjà ken Rui quelques jours auparavant, sans que les trois ne soient au courant de tout ça. Du coup, on va suivre le développement de la relation entre notre petit trio, mais aussi leur relation avec le reste du casting qui se retrouvera composé d'autres élèves, de profs et même de Yakuza. Et là, je sais ce que tu te dis. Frérot, pourquoi tu nous parles de ce qui semble être un ecchi éclaté avec un scénario prétexte à montrer des scènes olé olé? Eh bien, sache que tu te trompes. Parce que Domestic Girlfriend n'est pas un ecchi éclaté sans propos ni message, je dirais même qu'il en a plusieurs de propos. Et c'est ce que je vais tenter de t'expliquer au travers de cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par la forme, puis enchaîner sur le fond. Il faut avouer que le dessin de Domestic Girlfriend n'est pas spécialement spécial en soi. Certes, c'est beau, c'est plaisant à regarder, c'est agréable, mais ça reste dans les normes de ce qui se fait graphiquement à notre époque. Les planches sont légères avec des détails plutôt cool par moment, les textes sont fluides même s'ils peuvent être inutiles par moment. Surtout quand ça parle des activités de club et des trucs de festivals culturels, là je peux te dire que je skippais v'là les bulles. Le chara design, il est propre, franchement très propre, c'est carré, avec des meufs au physique à Michel Alves et des bougs aussi frais que notre CEO national. Même si concernant les visages, parfois on a du mal à les différencier, tant ils se ressemblent énormément. Et c'est peut-être pour ça qu'on leur a donné des couleurs de cheveux différenciables dans les covers et l'animé par la suite. Les scènes de tension et d'intensité sont franchement bien mises en valeur et bien mises en scène, avec des jeux de regard qui sont variés et utilisés proprement. Idem pour les scènes de cul, où tu sens beaucoup plus l'implication des personnages et les enjeux de telle action ou telle action que l'acte pur et dur. C'est franchement des scènes qui servent le propos de l'histoire et qui ont un réel but, ou plutôt un réel rôle, dans le développement des personnages par la suite. Il ne s'agit pas de montrer du cul pour montrer du cul, mais montrer du cul parce que c'est important d'en montrer. Je veux dire, les sentiments, les sensations, les émotions, ou même le raisonnement de certains personnages peuvent être complètement chamboulés après une petite partie de jambes en l'air. Prenons par exemple la scène qu'on a eue entre Hina et Natsuo dans les premiers chapitres. Il sert clairement à illustrer ce rapport de force et de supériorité qu'a Hina vis-à-vis de son demi-frère. Elle le plaquera au lit, puis prendra en main le déroulement des événements, tandis que lui il sera fragile, frêle, apeuré et figé, tant il est inexpérimenté et ignorant complètement des règles de la sexualité. Et c'est franchement une approche intéressante, mais aussi osée pour un shonen qui est quand même édité dans un magazine aussi mainstream que le Weekly Shonen Magazine. Et ça a le mérite d'être salué, et c'est beaucoup plus intéressant que ce que propose le reste des ecchi. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui, à savoir pourquoi Domestic Girlfriend n'est pas un ecchi absurde parmi tant d'autres. Comme je l'ai évoqué dans le petit résumé de l'histoire, Domestic Girlfriend s'attaque à un sujet de société tabou, à savoir l'inceste. Mais avec des giga pincettes quoi, et la fameuse excuse du « でも血がつながってるわけじゃないじゃん」 .
Mais ça reste tout de même franchement intéressant. Tant on verra le long de l'œuvre tout ce qui peut peser sur ce genre de relations interdites, à savoir le regard des gens et surtout des proches, mais aussi les conséquences de l'engagement dans ce type de relation, hein. Que ce soit le fait de devoir mentir constamment, l'absence de barrière entre ce qui est considéré comme éthique ou pas, vu que les personnages sont guidés par leurs émotions, et non plus par un quelconque sens de moralité qui est tout simplement inexistante maintenant. La remise en question constante, etc., etc. Ce qui va pousser forcément et très certainement les personnages à sombrer dans soit une tristesse profonde, soit arriver au stade de dépression. Bon, si je me souviens bien, on a eu 3 phases dépressives importantes qui vont toucher notre personnage principal, Natsuo. Mais autant on s'en bat les couilles totalement de la 3e et à moitié de la 2e, autant la première est très importante parce qu'elle a de réelles raisons et a de sérieuses conséquences sur le développement du personnage dans la suite de l'histoire. Pas comme les meufs d'Asta hein, qui viendront te faire chier à longueur de journée avec leurs problèmes inexistants et confondront la plupart du temps ennui et dépression. Et tout ça parce qu'elles n'ont aucune personnalité. Mais ça, c'était entre parenthèses. Revenons à notre intrigue. Durant sa phase dépressive, Natsuo va connaître et découvrir toutes sortes d'émotions et de sensations. Que ce soit la peur d'aller de l'avant et de se blesser encore plus, la culpabilité de s'être fait du mal à lui-même, mais aussi d'avoir fait du mal à celle à qui il tenait, les doutes concernant son avenir, la sensation d'avoir déçu ses parents, etc., etc. Tout ça est extrêmement bien mis en valeur, bien mis en contexte et très bien retransmis dans Domestic Girlfriend. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Natsuo va se servir de toute cette négativité engendrée par sa phase dépressive pour enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, un point beaucoup plus clé dans la suite de l'histoire et dont on va parler à présent, c'est-à-dire la quête d'objectif. Un grand auteur des temps modernes a dit « Parce qu'au final, gros, dans le rap, on doit dégager nos émotions, on doit dégager ce que nous on ressent. C'est ça le bail en fait, tu vois. C'est super impudique, frère. C'est super impudique. Mais en même temps, c'est une thérapie. Parce que quand je raconte des trucs personnels, je me le réapproprie et je le range dans mon étagère, tu vois. Ça devient un objet que je range qui est plus là en train de se balader, de me casser les couilles, tu vois. Ouais, il n'existe plus quoi. Il existe. Tu l'as matérialisé, figé. tu l'as figé. Tu vois. Je l'aime trop, putain, c'est abusé. Dans le passage que vous venez de voir, Nekfeu parle de l'extériorisation des sentiments, en les figeant comme si c'était des objets matériels. Il aura recours au rap comme thérapie. Natsuo, lui, aura recours à la littérature et se servira de toutes les émotions qu'il a pu accumuler durant ses phases dans le mal pour en faire une source d'inspiration et une base de données qui va lui servir à créer sa propre voie et débloquer un objectif à sa vie, à savoir devenir auteur. Cette quête d'objectif est, je trouve, très bien amenée dans Domestic Girlfriend parce que non seulement le support est adapté, après tout, plus d'un tiers des romans qui existent basés des romances à l'eau de rose, mais aussi parce que ça implique d'autant plus le lecteur dans l'histoire et lui donnera envie de s'investir encore plus dans le récit. Certes, on voudra savoir comment vont se dénouer les choses pour notre triangle amoureux, mais aussi savoir comment Natsuo va gérer son combat pour devenir un auteur et gérer toutes les difficultés qu'il y a, à savoir l'absence d'inspiration par moment, les difficultés à proposer mieux que son précédent récit, ou juste les pressions sociales, mais dans une moindre mesure. Et tiens, tant qu'on parle de société, on va pouvoir enchaîner sur un autre point clé de Domestic Girlfriend, à savoir les problèmes sociétaires. Natsuo, Rui et Hina sont soumis entre eux à ce qu'on appelle des lois d'attraction. C'est-à-dire que quand deux personnages s'attirent mutuellement entre eux, le troisième sera très souvent laissé de côté sur le banc de touche et tentera de trouver refuge et réconfort auprès d'un quatrième pôle. Et c'est là qu'on aura recours à notre flopée de personnages secondaires, qui sont tous très différents les uns des autres, mais aussi très similaires. Autrement dit, ils chercheront tous l'affection et l'amour, mais à leur manière. Et bah, Domestic Girlfriend va tenter de parler et discuter de plusieurs sujets de société au travers de ces personnages secondaires, que ce soit l'exclusion sociale qui vient à l'automutilation, mais aussi l'amour non partagé ou d'un seul côté, les soucis d'alcoolémie, l'infidélité, la prostitution, le suicide, la perception de la virginité, l'homosexualité, l'addiction à la toxicomanie, le racisme, le harcèlement ou juste les décès quoi. Et tout au long de l'œuvre, on va voir comment ça va être traité et développé. À l'échelle de Domestic Girlfriend, bien sûr, ne vous attendez pas à ce qu'on parle de trucs aussi délicats de manière crue et dure, comme c'est le cas par exemple dans Rainbow, dans Metamorphosis ou Ushijima. Au contraire d'ailleurs, parfois les arcs sont rushés, bâclés, expédiés rapidement en moins d'une douzaine de chapitres, sans réel approfondissement de la chose quoi. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire voilà les trucs. Idem pour la construction narrative qui
peine à se renouveler. Elle est répétitive par moments, surtout vers la fin. Tu as l'impression que c'est la même histoire, mais qu'on te raconte différemment juste en changeant les personnages. Donc vous dire, c'est pas vraiment un truc de fou. Mais ça a le mérite d'être là et d'être quand même abordé, hein, ce qui est, comme je l'ai dit précédemment, osé pour un shonen aussi tout public comme celui-là. Et franchement, c'est modeste et saluable, tout à fait. D'autant plus que toutes les expériences que vivront les personnages durant notre histoire, ben, elles sont crédibles dans notre réalité. Et les réactions des antagonistes sont très souvent bêtes et précipitées. Et on se dit qu'avec le recul, on aurait très certainement réagi de la même manière. Ce qui va pousser le lecteur à s'identifier dans l'histoire et à se reconnaître dans les personnages ou leurs expériences. Il m'est arrivé plusieurs fois, en lisant l'aventure d'un personnage ou d'un autre, à me dire « tiens, il m'est arrivé pareil » ou « tiens, j'ai vécu une situation pareille ou identique ». Alors que les seules œuvres dans lesquelles je m'étais reconnu auparavant dans les personnages ou leurs histoires étaient soit Bakuman, Cœur sur toi, ou l'excellentissime 20th Century Boys, aka le meilleur thriller psychologique existant. Eh bien, Domestic Girlfriend a le mérite de créer ces expériences-là, à son échelle bien sûr, à son degré, c'est pas un truc de fou, mais c'est très sympathique et c'est toujours spécial de se reconnaître dans une histoire, quoi. Et ça a franchement le mérite d'être salué. Et tout ce que je viens de te citer là, ça rentre dans ce que je pense être le propos, ou tout du moins le message, qu'a essayé de délivrer Sasuga au travers de son œuvre, à savoir l'acceptation de soi. Parce que malgré les différences, les vécus, les passés, les ambitions et les objectifs des personnages, ils désirent tous une seule chose, à savoir trouver la paix et avoir une vie paisible, sans avoir besoin à planifier énormément de choses. Parce qu'on le verra à de nombreuses reprises au cours des événements qui vont se dérouler dans l'histoire, que faire des méga stratagèmes dans la vie, ça paye pas en finale. Parce que le destin, il tient un peu de choses. Et ça, c'est beau. Et là, tu es très certainement en train de te dire, mais Domestic Girlfriend, ça a l'air d'être une bonne œuvre, mature, avec un propos et un bon développement. Eh bien, pas tout à fait, parce que là, je vais être obligé de te parler du truc qui a, selon moi, gâché complètement l'œuvre, à savoir la fin, qui n'a juste aucun sens, et qui est victime, selon moi, de ce qu'on appelle plus communément dans le milieu, le syndrome Death Note. Alors concrètement, c'est un syndrome qui va toucher une œuvre qui semble bien partir, la laisser établir son histoire pour ensuite la renfermer sur elle-même et la rendre tout simplement mauvaise, comme Death Note, quoi. Après la fin du lycée dans Domestic Girlfriend, l'œuvre est jouée de base et l'intrigue semble être toute tracée, ce qui fait que le déroulement des événements et l'histoire en elle-même va être piégée dans une redondance qui va être très chiante par moments. Alors l'auteur a eu recours à un stratagème foireux qui lui a permis de sortir de cette boucle. Et là, ça va être une zone spoil, donc je te mets un timecode quelque part, histoire que tu puisses skipper la zone si tu veux pas te faire spoiler la fin de Domestic Girlfriend. Je tape. C'est bon, t'es prêt? Bon. Alors, vers la fin du lycée, ou après le lycée, Natsuo et Rui vont se mettre en couple. Passer quelques années ensemble, Rui tombera enceinte et elle dira à Natsuo. Ils vont tous deux décider de leur dire à leurs proches et leurs parents, puis décider de se marier. Jusque là, tout va bien, on se dit que ça va finir en mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais non. Retournement de situation, Ina se fait percuter et tombe dans le coma. Le mariage est annulé, on aura le droit à une ellipse temporelle de 5 ans. Encore, je déteste les ellipses temporelles. 5 ans plus tard, Natsuo et Rui ont une fille, Ichika, je crois qu'elle s'appelait comme ça, je sais plus, et Ina se réveille du coma. Ina se réveille du coma, Natsuo décide d'épouser Ina, et non pas Rui avec qui il a une fille. C'est-à-dire que Natsuo et Rui ont une fille, Ichika, mais Natsuo a quand même décidé d'épouser Ina, la sœur de Rui. C'est-à-dire que pour Ichika, Natsuo est en même temps son père et son oncle. Ina est en même temps sa tante et sa belle-mère, et Rui est en même temps sa mère et sa tante. Et nom de Dieu, c'est quoi cette merde intergalactique que vous avez décidé de me faire lire? On est où là? Mais on est où? C'était mauvais, c'était rushé, ça avait aucun sens. J'ai défilé les pages du dernier chapitre et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on vient de me faire lire? J'ai pas subi 300 chapitres où l'autre gars de la troupe de théâtre là il parle de ses délires masochistes pour qu'on me fasse expérimenter une daube pareille. Je peux te citer un tas d'œuvres qui sont réellement éclatées mais qui ont eu une fin plus cohérente que ce qu'a proposé Sasuga avec Domestic Girlfriend. Certes, on ne sait pas si c'est du bon vouloir de l'auteur ou des pressions éditoriales qui ont voulu faire traîner le manga et le faire continuer à tout prix parce que ça marchait, mais le fait est que ça ne change rien, c'était mauvais, c'était frustrant, c'était rushé, c'était de la merde quoi. Tout simplement, j'ai la haine, j'ai déballé ma haine sur Twitter et ça ne change absolument rien au fait que c'est mauvais et j'en ai encore plein sur le cœur et j'en ai marre de vos histoires éclatées de ecchi et je me casse. Bref, fin de la zone spoil et là on va directement passer à l'adaptation animée parce que j'en ai marre, tout simplement. Le manga a eu droit à une adaptation animée en mars 2019 de 12 épisodes et gérée par le studio Dio Media.
Elle couvre à peu près du tome 1 au tome 7 et je n'ai rien de particulier à dire. Elle est clean, elle est propre. Les couleurs sont un petit peu ternes le long des 12 épisodes. J'aurais aimé des trucs beaucoup plus vifs et flashy en concordance avec le style du manga. Surtout que lors de la même saison, on a quand même eu Gotobu no Hanayome qui avait une animation qui franchement te crevait les yeux, mais c'est pas un souci. On a corrigé un petit défaut du manga, c'était la brillance ou les petits points brillants dans les yeux qui rappellent fortement des shoujo éclatés à l'eau de rose. Concernant la bande son, on a eu des OST franchement, elles n'ont rien d'exceptionnel. Elles sont sympathiques tout de même, elles sont très sympathiques. Quant à l'opening, voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire sur cet opening si ce n'est qu'il est exceptionnel. Alors je vous parle, il n'y a toujours pas eu de confirmation pour la saison 2, même si ça ne serait tardé vu que le manga il cartonne aussi bien au Japon qu'en Occident. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur Domestic Girlfriend. Maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Au final, que dire sur Domestic Girlfriend? C'est une œuvre intéressante qui aura tenté des trucs franchement osés par moments, mais qui aura pas trop voulu se mouiller par la suite. Et qui a tout fait foirer avec une fin littéralement éclatée sa mère. Si je devais qualifier cette œuvre, ça serait de lourde, mais pas trop. Et c'est réellement ce que j'ai ressenti durant ma lecture, c'est-à-dire, vas-y, on tente des trucs, mais on prend pas trop de risques. Mais ça reste tout de moins beaucoup plus intéressant et ambitieux que les ecchi qui existent. Et ça participe selon moi à ce mouvement initiateur des shonen qui osent dire les choses et ne pas s'arrêter à de vulgaires clichés abusifs. Ça va se démocratiser au fur et à mesure du temps et on va suivre ça avec attention durant les prochaines années. N'oubliez pas que le plus important est que vous fassiez votre propre avis sur la chose. Du coup, voilà qui conclut cet épisode du Shinkansen d'animation. J'espère que ça vous aura plu. Donnez vos avis en commentaire ou bien en DM, on est ouvert à la conversation bien sûr. Si ça vous intéresse, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, tout ça. Si ça vous intéresse pas, vous faites rien, tranquille. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, sortez couverts, streamez Adios Bahamas et Trinity parce que c'est le feu, spammez Atlus pour qu'il sorte Persona 5 Royal sur Switch. Sur ce, yo les PG.